Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Buvette, le podcast du sport et de la société. Avant que le podcast commence, je vous invite directement à nous rejoindre sur Instagram et TikTok, on est de plus en plus nombreux. Donc déjà merci à vous et on peut poursuivre dans ce sens-là, donc c'est top, on continue. Nouveau studio, vous l'avez vu, nouvel invité aujourd'hui, on a fait le déplacement à Dijon, la cité de la gastronomie, le pays de la moutarde pour une raison bien particulière. Ah, si je vous dis finale de top 14, All-Star Game de basket, Kylian Mbappé, Mike James, Romain Tamac, Antoine Dupont, c'est sûrement des noms qui vous disent quelque chose, c'est même sûr. Et ben, un homme les a tous filmés dans sa caméra et cet homme, c'est Noé Delaunay. Salut Noé, comment ça va? Salut Hugo, ça va très très bien. Quand tu dis ça comme ça, ça me fait un beau CV. J'avoue que j'avais jamais pris sous cet angle-là, mais c'est stylé, ça va. Il y a des noms plutôt sympathiques, hein. Quand j'ai préparé l'interview, j'étais au mode, ouais, il y a ça, c'est pas mal. Ouais, bah, déjà, ce que je me suis noté, c'est que j'étais un peu le premier fan de Noé quand j'ai commencé la buvette. Donc, merci de nous accueillir chez toi à Dijon. On est très heureux de t'avoir. Lucas est derrière la caméra, comme d'habitude, ça bouge pas. Il nous fait un petit pouce en l'air. Bref, assez blablaté. Je vous laisse vous installer tranquillou. Et puis, on va écouter le témoignage de Noé, de savoir ce qu'il fait. Je vous laisse le découvrir en notre présence. C'est parti! Première question, un peu la première question habituelle qu'on pose à tous nos invités. Je te laisse un peu te présenter, d'où tu viens, ton âge, tes origines, ton parcours scolaire, ton parcours universitaire, toutes ces petites choses-là. Alors, je m'appelle Noé Delaunay, j'ai 24 ans, génération 99. Je représente, je sais pas de quelle année vous êtes, vous les gars. Ah, moi, c'est 2001 et puis Lucas, c'est 2000 à la caméra. Donc, okay. On a du même âge, hein, pratiquement. 99, ouais. Ah, t'as pas eu la première Coupe du Monde aussi, toi? Je l'ai pas eu. Non, du coup, je suis originaire de Dijon. Là où on est. J'ai fait tout mon parcours scolaire. Ah oui, t'as dit les origines. Mon père est sud-coréen. Il est né là-bas. Il a été adopté quand il était jeune garçon. Et il a après grandi en France. Il a pas beaucoup de souvenirs de là-bas, même pas du tout. Et ma mère est française, donc voilà. Petit mix franco-coréen, franco-sud-coréen. Okay. Et je tiens à dire aux gens, parce que souvent quand on me demande sur les origines, et que je dis Corée, on me dit du sud ou du nord. Je trouve que c'est une question qui fait un peu, qui a pas trop de sens parce que les Coréens du nord, il y en a pas beaucoup, tu vois, qui sont sortis de la Corée du Nord. C'est ça le truc. Ouais. Donc Corée du Sud, destination où je me suis promis d'aller un jour parce que mon père il est déjà allé plusieurs fois, notamment pour essayer de retrouver ses parents. Et ouais, c'est une destination où j'irai pour sûr dans le futur. Ensuite, parcours scolaire assez classique. J'ai fait toute ma primaire, collège, lycée sur Dijon, un bac ES. Ça n'existe plus maintenant, je crois, les bacs comme ça. Ça n'existe plus, malheureusement. Les bacs ES, économique et social, où je voulais de base être plutôt préparateur physique ou journaliste sportif. Deux trucs vraiment opposés. Ouais. Journaliste sportif, c'était plutôt en arrivant au lycée. Préparateur physique, c'était plutôt en sortant. Donc, je me suis orienté vers la filière classique et STAPS, où j'ai pas duré très longtemps, puisque j'ai fait, de septembre à janvier. J'ai fait le premier semestre, où j'ai été pas très bon sur les partiels. Et en plus, je me suis blessé. J'avais une grosse tendinite au tendon d'Achille qui me permettait pas du tout de faire du sport. Et en STAPS, si tu fais pas de sport, t'es obligé de compenser tout avec la théorie. Et j'étais pas très bon sur les matières scientifiques. Et je me suis vite fait à l'idée que c'était pas trop ce qui me correspondait. Même le métier de prépa physique, en fait, c'était pas ce qui m'animait le plus. Donc j'ai arrêté en janvier. J'ai profité de ce temps-là pour chercher une école pour me réorienter. En parallèle de ça, j'étais en service civique dans mon club de basket. Donc j'avais une équipe de gamins que je coachais. J'ai aidé le club sur tu vois, faire les tables de marque, etc., organiser 2-3 événements. Et puis j'ai trouvé une école sur Lyon qui s'appelait ISEFAC. Okay. ISEFAC existe toujours, mais la filière sport dans laquelle j'étais n'existe plus, qui est maintenant ISG Sport Business Management, okay, où Emric était. Emric, pour ceux qui n'ont pas vu l'interview, à découvrir dans la buvette également, le monde des alternances. Donc on parle d'école. Emric, mon collègue, qui a aussi travaillé avec Noé, comme quoi le monde est petit. Ouais, c'est ça, on a fait une année en commun, je crois, à l'école, qui s'appelait du coup ISEFAC.
Et puis du coup j'ai fait 3 années là-bas, où là je me suis vraiment dit ok, c'est ce que je veux, le sport business, je savais que ma place elle n'était pas sur le terrain, ni en tant que joueur, ni en tant que préparateur physique, ni en tant que coach ou quoi que ce soit. Donc dans les bureaux ça m'allait pas mal, et la partie communication, ça me branchait bien, tu vois. Donc je me suis dit allez, communication dans le sport ça peut être cool. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Peut-être, je sais pas si j'ai envie d'anticiper tes questions parce qu'il y en a peut-être là-dessus, mais, vas-y, c'est pas grave. Mais du coup, tu vois, j'ai fait pas mal de stages. C'est aussi le principe de ces écoles-là, c'est ce qui est assez cool. J'ai fait 2 stages dans le club de hockey à Lyon, hockey sur glace. Okay. Et après, ce qui m'a amené sur la vidéo, c'était sur ma 2e année, où il y a eu le Covid. Et moi, de base, je devais partir en stage au Stade Brestois, club de foot qui est en Ligue 1. Oui, sur le podium actuellement. Sur le podium en plus. À l'heure où on parle, on enregistre en janvier. Les TISEF. J'avais passé un entretien là-bas et tout s'était super bien passé. Okay. Et en vrai, j'avais développé un petit attachement pour ce club en me projetant. Je m'étais dit, allez. Et tu vois, genre, je jouais à Football Manager, je prenais Brest et tout. Enfin, je me lançais des petits trucs. Bref. Et donc, le Covid est arrivé, confinement, etc. Et donc, plus le temps passait, plus je me disais, là, le stage, à mon avis, ça va être chaud. Parce que déjà, le sport, il n'y avait pas de sport. Il n'y a plus rien qui tournait. Donc, je contacte le Stade Brestois. Je leur dis comment on fait, du coup. Et ils m'ont dit, bah, ça va être assez compliqué avec le contexte, etc. Donc, on va annuler le stage. Sauf que l'école me disait, bah, ce serait bien quand même que vous trouviez des stages, etc. Chose qui était un peu compliquée. Et du coup, pareil, le temps passait et j'étais dans une mentalité où je me disais, bon, là, tu trouveras pas de période assez longue pour être rémunéré. Donc, essaie de partir sur un truc où tu vas aller apprendre quelque chose. Tu seras pas rémunéré, mais tu vas apprendre un nouveau skill qui va te permettre au moins de l'avoir dans ton bagage. Tu vois, peut-être que ça te servira, peut-être que ça te servira pas. Et c'est là où j'ai contacté du coup Valentin, connu sous le nom de Obsidia sur les réseaux sociaux, qui fait du contenu sur YouTube depuis 2016 je crois, et moi je le suivais depuis ce moment-là, donc ça faisait vraiment longtemps que je le suivais. Et il commençait à ce moment-là la création de son terrain chez ses parents juste après le confinement. Et j'aimais bien lui comment il chartait ses vidéos, comment il les construisait, etc. Je me suis dit c'est peut-être avec lui que je pourrais apprendre. Et je me souviens très bien, c'était un mercredi après-midi, je me dis, je vais lui envoyer un message, ça coûte rien, tu vois. Et ma réflexion, ça peut-être que ça peut servir à certains et certaines si vous voulez avoir une démarche de recherche, d'aller contacter quelqu'un, je me suis dit, où est-ce qu'il est le plus susceptible de me répondre ? Parce que je savais qu'il était assez connu sur les réseaux, je me suis dit, il doit recevoir plein de messages tout le temps, etc. Il doit peut-être pas en lire beaucoup, alors qu'en fait, je sais que maintenant il lit tout. Mais je me suis dit, LinkedIn, je suis pas sûr qu'il soit énormément sollicité là-dessus, tu vois. Donc je lui envoie un message sur LinkedIn et maintenant on en rigole beaucoup parce que le message que je lui ai envoyé, je le voyais et tout, enfin, il nous fait vraiment rire. Et je lui dis, bah voilà, en gros, le message c'est si t'as besoin de quelqu'un pour t'aider, je suis là, tu vois, j'ai envie d'apprendre. Je sais pas si je pourrais être le gars qui va t'apporter le plus, mais si je peux te soulager dans des tâches simples que je peux faire, let's go. Et donc ça, c'était à 16h, à 19h, il me répond, il me dit est-ce qu'on peut s'appeler ? On fait un FaceTime d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Et le lundi d'après, j'étais chez ses parents en train de commencer la série, en train d'apprendre à me servir d'une caméra, tu vois, et parce qu'avant ça, je savais pas du tout. Et voilà comment je suis arrivé à la vidéo. Incroyable. Super parcours. En vrai, plus tu parlais, ça me fait rire parce que j'ai un côté un peu similaire avec le tien, c'est parce que de fait, comme toi, un peu au lycée, je voulais être journaliste sportif. Ouais. Et du coup, je me suis renseigné, j'ai essayé de contacter des journalistes, entre autres Marie Patrux, okay. Beansport. Ouais. Et parce que je voulais vraiment faire ça, et je lui ai demandé ce qu'elle avait fait comme école, etc. Je savais que les écoles de journalisme, c'était chaud pour rentrer. Ouais. Et elle m'avait dit, bah, moi j'ai fait licence d'histoire et tout. Donc je me suis orienté en licence d'histoire, j'ai fait ça, parce que l'histoire, ça me butait bien aussi. J'étais pas un gros fan, mais je disais, s'il faut en passer par là, bah, je ferai mes 3 années, et puis j'irai en école de journalisme. Ouais. Du coup, j'ai fini ma licence et tout, j'ai eu ma licence. Moi, j'ai pas fait comme toi avec STAPS, mais je suis allé au bout du... Après, il y a le confinement, donc ça m'a peut-être un peu aidé aussi à charbonner. Ouais. J'ai eu la licence, et sauf que je me suis pas du tout bien orienté, et je suis pas retourné vers les écoles de journalisme. Et je suis arrivé à un moment, je me suis dit, tiens, je fais quoi de ma vie, quoi ? Et ma mère, elle m'a dit, mais tente pour être prof et tout, machin. J'ai fait 1 semaine, littéralement vraiment 1 semaine, et je suis parti... En gros, j'avais trouvé un appart, c'était sur Chambéry à ce moment-là. Okay. Et j'étais monté avec ma voiture, avec ma petite 206, tu vois. Team 206. J'ai fait, Team 206 grise. Et j'étais arrivé à Chambéry, j'avais fait 1 semaine de cours. J'ai tout dit, ça va pas le faire.
et j'ai pris tout ce qu'il y avait dans l'appart, j'ai tout foutu dans ma voiture et je suis plus jamais retourné là-bas. Ouais. Et du coup, pareil, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'essaie de trouver une école. Mais moi, je me suis dit, la com, ça me bute bien aussi parce que c'est un côté. Je trouve le journaliste, ça se touche un peu. Un peu en vrai. Mais il y a tous les côtés beaucoup plus fun et beaucoup plus créatifs avec la com. Et du coup, je me suis orienté là-dedans. J'ai fait une année dans une école assez globale, tu vois, marketing digital, com. Et j'ai toujours aussi voulu bosser dans le sport parce que je kiffe ça aussi. Et du coup, cette année, j'ai trouvé ma première alternance dans le sport, dans un club pro aussi. Donc, félicitations. Merci. Donc en fait, ça m'a fait rire parce que j'ai l'impression de m'entendre parler. Puis même quand je t'ai contacté, c'était aussi via LinkedIn. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu un peu la même réaction que tu as eu avec Obsidia, du coup. J'étais trop content, donc ça m'a fait rire. Écoute, super ta présentation. On en connaît beaucoup plus sur toi. Oh, oui, je pense que tu étais bien complet même. Écoute, là, je voulais un peu passer sur ce que tu fais maintenant, actuellement. Du coup, tu as commencé la vidéo. Ce que tu as fait après, les projets que tu fais, tu es un peu sur plein de tableaux. Et du coup, comment se passe un peu ton quotidien? Je vais reprendre le fil de l'histoire un petit peu. Donc, j'ai fait mon stage avec Valentin. À la base, c'était 8 semaines. Et au final, je suis revenu un mois après pour finir la série, etc. Puis parce que c'était super bien passé, autant avec lui que même avec ses parents. Tu vois, la semaine prochaine, on part en déplacement, on s'arrête chez eux dormir et on s'entend super bien, tu vois, c'est trop cool. Ouais. Et donc, j'ai fini mon bachelor, j'ai fait ma 3e année. Et je me suis fixé en début d'année scolaire, je me suis fixé un peu un petit challenge parce que, avec tout ce que j'avais fait, je me suis dit, le but, ça va être d'essayer de trouver un stage de fin d'études en faisant 0 candidature spontanée, tu vois. Donc, c'est-à-dire, en essayant de faire jouer mes contacts et le peu de réseau que j'avais à l'époque, c'était le petit challenge que je m'étais fixé. Je me suis dit, ça se trouve, ça marchera pas. Ça se trouve, je vais devoir répondre à des offres, etc. Mais en novembre, je mets mon CV sur LinkedIn. J'avais bien travaillé, tu vois, à l'époque, j'étais assez fier de moi. Je mets mon CV. Et 2 jours plus tard, je reçois un appel de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de basket qui me propose en gros un stage et de venir développer la com chez eux, etc. Notamment, il y avait Yann Julien qui est maintenant le coach de l'équipe de France féminine de 3-3. D'accord. Qui faisait partie des 2 personnes qui m'avaient contacté. Donc là, j'étais trop content, je me dis trop bien. En plus, je reste près de Lyon, dans le basket, trop cool. Et je leur dis, ok, je prends un peu le temps pour réfléchir. Et voilà. Et le lendemain, j'ai la directrice marketing et commerciale de la JDA Dijon qui m'envoie un message que je connaissais moi d'avant parce qu'elle avait joué avec ma mère, etc. Enfin, on se connaissait d'avant. Et elle m'envoie un message sur Facebook, je crois, au Messenger. Elle me dit, j'ai vu ton post LinkedIn, on aimerait bien créer un poste de vidéaste. Si tu veux bosser chez nous, tu sais où frapper. Je dis ok. Et là, tu vois. Il y a du lourd, là. En plus, moi, c'est mon club de cœur, tu vois. C'est le club que je supporte depuis que je suis gamin. J'étais dans le club des supporters quand j'étais petit et tout. Enfin, vraiment, voilà, c'est le club de ma ville. Et pareil, on discute un peu. Je lui dis, je vais réfléchir, mais je savais déjà, tu vois, que c'était oui, tu vois. Et en plus, le truc marrant, c'est que je m'étais dit, en partant à Lyon, je m'étais dit, je veux pas revenir à Dijon. Je casse tout. J'ai tout cassé, c'est bon. Je m'étais dit, je veux pas revenir à Dijon, sauf si c'est pour bosser à la JDA. C'était la seule raison qui pouvait me faire revenir à Dijon. Et donc ça s'est fait comme ça. Mois de mars, je reviens à Dijon du coup, pour bosser à la JDA. Je fais 6 mois en tant que stagiaire, après il me propose de rester en CDI. Et sauf que moi du coup, à côté, donc je suis vidéaste derrière la caméra, mais je suis aussi créateur de contenu devant la caméra sur le basket féminin. Et donc ça c'est une chaîne que j'ai créée à la fin de mon stage avec Valentin, donc c'était fin 2020. Donc j'avais ce projet-là que je voulais développer, faire des vidéos, etc. Plus le boulot à la JDA. Et combiner les deux, c'était trop compliqué parce que pendant mon stage, donc j'étais en plein temps, mais j'avais 0 temps pour faire des vidéos à côté, aller rencontrer des joueuses. C'est trop compliqué. Donc j'ai dit au club de Dijon, je leur ai dit, moi je veux bien rester, mais j'aimerais bien que ce soit un mi-temps parce que j'avais besoin de temps aussi pour développer ma chaîne. J'habitais chez mon père à ce moment-là, donc j'avais pas de charge trop élevée, tu vois. Donc ça me faisait un peu de sous et ça me permettait de pouvoir commencer à vraiment développer cette chaîne-là. Donc ils ont accepté. Et donc j'ai fait une saison en plus après au club. Voilà. C'est ça. En tout, j'ai fait une saison et demie.
Et puis en juin 2022, je sentais que ma chaîne ça prenait de plus en plus. Je commençais à bosser avec des marques, j'avais des opportunités même un petit peu en freelance à côté. Et donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? La JDA, t'es dans un cadre confortable qui te va bien et que t'aimes, tu vois. Enfin, je me plaisais vraiment là-bas, à la fois avec l'équipe de basket masculin. J'ai développé des liens avec certains joueurs qui sont trop cool, tu vois. Il y avait l'équipe de handball féminin, il y a le maillot qui est juste là. Où pareil, je m'entendais trop bien avec les joueuses. Et ce qui était cool avec le handball, c'est que les filles, il n'y avait pas beaucoup de communication, notamment vidéo, qui était faite autour de ça. Et les filles se sont prises au jeu et on a essayé de vraiment pousser ça pour impulser aussi quelque chose, tu vois, dans le handball féminin français notamment. Et c'était trop cool, tu vois, c'était vraiment une super expérience, super enrichissant. Moi, ça m'a permis de vraiment progresser aussi. Et voilà, du coup, juin 2022, je me dis, bon, j'avais cette idée de me lancer à mon compte à plein temps. Et je me suis dit, si tu dois le faire, c'est maintenant, tu vois, faut pas trop attendre non plus. J'avais les opportunités qui me permettaient de le faire. Donc je me suis lancé à plein temps en auto-entrepreneur freelance juin 2022 et depuis j'ai à la fois cette casquette de vidéaste créateur de contenu et celle de vidéaste derrière la caméra qui fait des vidéos pour des clients, des prestations pour n'importe quoi, tu vois, ça peut être des résumés d'événements, ça peut être des interviews, etc. Donc voilà. Et du coup, plus concrètement, c'est quoi le sujet de ta chaîne YouTube? Comment elle s'appelle déjà aussi? Alors, un petit peu la promo, de quoi ça parle, ouais. Sur quel type de format on peut trouver quoi. La chaîne, elle s'appelle Deli, D-E-2-L-Y. L'origine du nom, c'est que j'ai essayé d'américaniser un peu mon nom de famille en raccourcissant. Enfin, c'était ça l'idée, mais bon, c'est pas la ça marche, plus claire, mais voilà. Ça marche, hein. Et donc, je parle de basket féminin. Et le lien avec ça, c'est que donc, pendant mes études, je me suis investi à l'Asvel, club de basket à Lyon féminin du coup. C'était fin 2018 avec un de mes potes de promo qui aimait bien le basket. On voit une affiche dans la rue, match Asvel-Bourges. Et moi, Bourges, c'était quasiment la seule équipe que je connaissais parce que c'est le club mythique du basket féminin. Ouais. Je me dis, bah, place à 5 €, viens, on y va. Il y avait Marine Johannes qui est une joueuse que j'adore et qui est hyper impressionnante à voir jouer. Je me dis, pour 5 € on peut y aller, ça peut être cool. Donc on va voir le match et on se dit, purée, on entend les joueuses limite se parler dans la salle, quoi. Pendant le match, tu vois. C'est vrai. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a rien. On se dit, waouh. Donc on refait 1-2 matchs. Et je sais pas, un jour on se chauffe, on se regarde au même moment, on se dit, purée, mais tu veux pas, on fait un groupe de supporters. Enfin, on se lance un petit défi, on ramène des gens de l'école et pendant un match, on tape sur un tambour, on chante, tu vois. Juste pour s'éclater. On descend voir le speaker à la fin du match, on lui propose, oh ouais, mais trop chaud les gars, let's go, je vais vous présenter la bonne personne, tout ça. Et ça, c'était le samedi ou le dimanche. Le jeudi d'après, il y avait match en Coupe d'Europe. Et là, on était 15 ou 20 personnes de l'école, tu vois, à venir à chanter. Et c'est parti de là, et ça a duré 2 ans et demi, et c'est devenu une asso, tu vois, ça, vraiment le truc, c'est parti un peu en steak. Et on était trop impliqués, mais tu vois, c'était une vraie ambiance de famille, on était assez proches des joueuses aussi, c'était vraiment trop cool. Et du coup, moi, j'ai vraiment plus découvert le basket féminin. Tu te prends de passion pour une équipe que tu supportes à domicile, des fois à l'extérieur, à faire des déplacements. Et c'était un peu un truc nouveau aussi, tu vois, ce côté... je disais, on était des ultra gentils, parce qu'en fait, on avait un peu la mentalité ultra, comme tu peux avoir au foot, tu chantes tout le temps, etc. Voilà, un peu chambreur aussi, tu vois, on aimait bien. Chose qu'il n'y avait pas. Il y a des groupes de supporters dans le basket féminin, mais souvent, c'est pas la même chose. Et du coup, voilà, il y avait ce truc-là où moi, j'ai découvert le basket féminin. Et donc, quand j'ai fait mon stage avec Valentin en 2020, donc là, j'avais déjà 1 an et demi de cop dans les pattes, on va dire. Et Valentin me dit, tu veux pas faire des vidéos sur YouTube et tout, ou de la création de contenu? Je dis, bah, non, enfin, c'est pas le but, tu vois, c'était pas du tout dans les plans. Et ça me trotte dans la tête, j'y réfléchis et je me dis, si je commence à faire ça, je veux pas que ce soit sur un sujet lambda. Genre, je veux pas que ce soit un sujet qui est déjà traité. Je veux pas faire juste sur le basket parce qu'il y a déjà quelques gars qui le font et qui le font bien. Mais basket féminin, je me dis, je peux avoir ce truc-là où je suis passionné. Peut-être que je connais pas tout, et encore aujourd'hui, je connais vraiment pas tout. Je sais que j'ai mon pote qui s'appelle Hugo aussi, avec qui je fais une émission qui s'appelle Taille 6. Peut-être on en reparlera, mais qui lui, vraiment, tu vois, c'est une bible du basket féminin, il connaît tout sur tout. Okay. Et moi, je sais que je connais pas tout, mais j'ai ce côté passion et de vouloir mettre en avant le basket féminin. Et je me dis que ça, au moins, tu vois, ça me
légitimise un petit peu. Et donc, j'ai lancé ce truc-là. J'ai lancé au pire moment parce que il y avait le deuxième confinement qui arrivait. Donc, au début, c'était vraiment des vidéos dans ma chambre à raconter des histoires, etc. Quand je la revois maintenant, je suis là, quelle catastrophe, tu vois. Mais je regrette pas de l'avoir fait parce que c'est le début de plein de choses, tu vois. On est tous passés par là. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, maintenant, j'ai essayé de faire plein de formats un peu différents. Là, cette année, j'ai un format phare où je vais rencontrer les joueuses et j'emmène des abonnés passer une journée avec la joueuse. En fait, le but, c'est de raccourcir, tu vois, le lien entre les supporters et les joueuses. Puis voilà, j'ai fait des vidéos avec les joueuses pour aussi montrer la personnalité des filles. Parce que pour moi, c'est ça qui manque dans le sport féminin au global, c'est que quand tu t'attaches à un sportif ou une sportive, c'est aussi pour ce qu'il ou elle est en dehors du terrain, tu vois. Un LeBron, tu vas l'admirer. Oui, c'est un excellent basketteur, mais parce qu'en dehors, il a une aura, il a un truc, et tu connais un peu son histoire, tu sais ce qu'il a comme projet à côté. Et ça, chez le sport collectif féminin, tu l'as pas trop, tu vois. Tu l'as sur des Serena Williams, sur des athlètes individuels, peut-être plus. Mais même désolé, je te coupe, mais même je trouve sur le basket masculin, en France, on commence un petit peu, parce que le basket c'est sacrément démocratisé et qu'on a des gros noms qui arrivent aussi. Mais je trouve que moi je suis pas une bible du basket, je suis un peu comme toi. Moi ça doit faire genre 5-6 ans je suis vraiment le basket, mais avant ça tu me parlais d'Euroleague, je te regardais, je rigolais, je savais pas ce que c'était. Mais c'est par rapport à la NBA, pour comparer aussi, tu vois, il y a une sorte de sacralisation des joueurs et on sait tout ce qu'ils font à côté, alors qu'en France t'as des mecs qui font des trucs super et on sait même pas. Ouais, ça commence à être médiatisé, mais c'est vrai que de base, entre sport féminin et sport masculin, t'as une starification naturelle des joueurs qui est pas forcément en plus méritée des fois. Enfin, je pense que aller faire du contenu avec des joueurs de Betclic Elite, c'est beaucoup plus dur que moi d'aller faire du contenu avec des joueuses, tu vois. Moi, c'est plus une question juste de planning et de savoir quand on peut le caler que de savoir si le mec a envie, tu vois. Parce que t'en as, ils s'en foutent, ils se disent qu'ils en ont pas besoin, etc. Alors que moi, avec les filles, j'ai eu que des tournages trop bien. J'ai fait des rencontres de ouf. Et les filles, des retours que j'en avais à chaque fois, elles étaient contentes, tu vois. Elles se prennent au jeu de tourner la vidéo, d'avoir... puis parce que ça fait à la fois parler d'elles, mais c'est le basket féminin et tu découvres d'autres choses, tu vois. Et j'ai eu des témoignages super forts de plein de joueuses. Enfin, c'est vraiment trop cool. Et j'aime bien ce côté niche, tu vois, d'avoir vraiment un sujet... Déjà, le basket, c'est un peu une niche pour les gens qui connaissent pas trop. Le basket féminin, c'est encore, tu vois, c'est une niche rangée dans la niche. Et voilà, et j'ai la chance d'avoir des gens qui me suivent pour traiter ce sujet-là, tu vois, c'est trop bien. Et des gens qui sont hyper engagés, qui réagissent, qui ont débat, etc. J'essaie de répondre le plus possible, tu vois, aux gens pour alimenter la conversation. Puis j'apprends des choses aussi, tu vois, parce qu'il y a des abonnés qui sont 1000 fois plus calés que moi. Et qui des fois sont hyper pertinents sur des sujets qui vont m'interpeller en disant bah tiens t'as pas vu cette info là, etc. Et même moi tu vois c'est hyper enrichissant. Donc moi en fait je suis juste un relais pour la mise en avant, mais j'ai aucune prétention à dire je suis là parce que je connais tout sur le basket féminin et je vais vous apprendre ce que c'est le basket féminin. Non, moi je suis là pour mettre en valeur le basket féminin et je pense que je peux servir de relais pour mettre en lumière qui sont les joueuses. Mais sur la partie contenu et tout ça, il y a plein de gens qui s'y connaissent beaucoup mieux, quoi. Ouais, en fait, tu tiens super bien ton rôle de communicant, ça. C'est ça, moi je suis un communicant. Non, mais c'est hyper intéressant parce que aussi, il faut savoir que le basket, quand tu as commencé à suivre tout ça en 2018, enfin tout ce qui était Marine Johannes, Gabby Williams, ça commence à faire parler un peu. Mais à cette époque-là, faut savoir qu'à Mado Bonnet, la salle, elle fait combien de spectateurs? 2000? Maintenant, elle fait 2000, je crois, ouais. 2000 spectateurs, vous vous rendez compte? Et moi, quand j'allais, il y avait une tribune pleine sur les 4, quoi. Donc, Ah, mais avant, tu vois, la communication sur le basket féminin, ça a nettement évolué. Clairement. C'est encore loin de ce que ça pourrait et ce que ça devrait être, mais il y a quand même des gros progrès qui sont faits et ça, c'est très cool, tu vois. Et moi, j'aime à me dire que, encore sans prétention, mais que je peux participer à ce truc-là, tu vois, parce que je fais des choses avec les clubs, on essaie de mettre en avant leur boulot, de faire des collabs, tu vois, là, sur les posts pour que les gens sachent que ça existe et qu'ils puissent se connecter avec tout le monde. Donc ouais, il y a eu des progrès déjà. Mais là, du coup, j'ai une petite question qui me vient en tête, un peu bête, mais je pense qu'il y a plein de gens qui te la posent. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent comment tu fais du contenu sur le basket féminin, c'est pas spectaculaire, il n'y a pas de dunk, en gros, tout ce qui ressort du basket masculin, quoi. Il y a très peu, à part Marine Johannes, tu vois pas
Enfin, il y a de plus en plus de joueuses, mais avant ça, qui tiraient beaucoup à 3 points comme elles peuvent le faire, etc. Ouais. Enfin, comment tu réponds aux gens qui disent c'est pas spectaculaire, comment tu peux vraiment mettre en avant ce type de contenu, c'est compliqué Moi, je dis juste arrêtez de comparer. Parce que pour moi, c'est pas deux sports différents, mais c'est deux jeux différents. Genre, c'est à chaque fois le pire, je crois, c'est sur TikTok. Les gens, ils débranchent leur cerveau quand ils vont sur TikTok et ils commandent des trucs, mais je te jure, il y a des gens, ils sont bêtes. Désolé, mais j'espère que vous faites pas partie de ces personnes-là si vous écoutez. Mais tu vois, j'ai une amie, pareil, Prune, qui fait du contenu sur TikTok. Et des fois, t'as des commentaires en mode oui, mais elles savent pas dunker. Ok, mais est-ce que gagner des titres, c'est parce qu'il a fait que des dunks? Non. Enfin, tu vois, en fait, ils réfléchissent dans eux ce qu'ils aiment voir. Oui, tu vois des dunks, mais sur un match de 48 minutes, t'as peut-être 5-6 dunks dans ton match. C'est pas ça qui te fait. Oui, ça te fait aimer la NBA parce que c'est du spectacle, ou le basket masculin, mais c'est pas ça qui résume un match de basket, tu vois. Et pour moi, c'est juste arrêter de comparer parce que tu viens pas chercher la même chose. Si tu veux du show, bah, tu vas en NBA, tu vas aux États-Unis et les matchs de saison régulière, c'est dégueulasse en vrai, tu vois. Les playoffs, ça commence à vraiment jouer, mais là, t'as moins de dunks, ça joue au basket. Mais le reste de la saison, c'est quand même pas le plus beau basket. Si tu veux du beau basket, tu regardes l'Euroleague, tu vois. Très juste. Très juste. Et ouais, moi je suis dans le truc. Déjà, t'as une valeur, enfin, t'as une. Comment on pourrait appeler ça? Un élément qui change tout. Et j'ai encore eu ce débat hier, tu vois, pour te dire. C'est l'aspect scientifique des corps humains, genre des corps entre les femmes et les hommes. Ah oui. C'est bête, mais forcément on sait que oui, les hommes ils sont plus athlétiques, ils vont sauter plus haut, ils vont courir plus vite, ils vont avoir plus de force. Donc c'est stupide de dire ouais, mais elle peut pas battre un mec. Mais on te demande pas d'aller battre un mec, on lui demande d'être la meilleure dans son sport, tu vois, dans sa discipline. Et pour moi, juste ce truc-là, je sais pas, c'est un truc qui a pas trop de sens pour moi, tu vois, de comparer en fait. C'est juste, c'est deux sports différents. On vous demande pas d'aimer l'un ou l'autre, appréciez les deux. Venez voir un match de basket féminin, vous avez le droit de pas aimer, mais venez et après vous saurez, et après vous pourrez juger, tu vois. Mais c'est un jeu qui est vachement tactique, ça shoot, il y a beaucoup d'adresses, etc. Puis ouais, c'est intelligent, tu vois, comme jeu. Donc ouais, moi je fais plus trop attention franchement à ces remarques-là. Quand il y a des gens qui veulent avoir des débats un peu constructifs, là ça m'intéresse. Mais si c'est juste ouais, mais elle sait pas dunker, ok, mais vas-y, next. Non, mais c'est bête. C'est clair. Et du coup, le débat que j'ai eu hier, c'était sur un analyste, je crois, aux États-Unis, qui a dit la meilleure équipe de high school aux États-Unis, elle bat de 50 points en gros les championnes WNBA. Ouais. Et en gros, c'était ça. Et après, il y a une des Chelsea Gray, qui est une des membres de l'équipe de Las Vegas, qui a répondu d'un bas, genre en mode t'es idiot, tu vois. Et en mode, je pense que c'est en mode t'es idiot de mettre ça sur la table et d'afficher ça. Mais il y avait eu ce débat déjà dans le foot, je sais pas si t'as vu passer. Oui, avec les filles de Dallas et les U15 qu'ils avaient battues, etc. Exactement. Il y a eu ça. Ouais. Mais en fait, pour moi, tu vois, ce débat-là, quand on me dit ouais, est-ce que tu penses que les Aces elles gagnent et tout, je dis mais à niveau de basket équivalent, enfin tu vois, des joueurs et des joueuses qui savent jouer au basket, je pense qu'elles perdent parce que t'as la dimension physique qui prend le dessus. Forcément, quand déjà ton arrière il fait 2 mètres ou 2 mètres 05 et que la plus grande joueuse d'en face elle fait 2,01 peut-être, bah oui, si le gars il veut aller Tomar, il va Tomar et c'est tout. Mais c'est des matchs qui n'auront jamais lieu, tu vois. Enfin, c'est des débats sans fin. Ouais. Pour moi, c'est juste les Aces en basket féminin, personne ne les prend. Point, tu vois. Et pour moi, ce serait plus intéressant d'avoir le débat en mode est-ce que les top high school, eh ben, ils peuvent taper une top équipe Belkek Elite par exemple, tu vois, ou top équipe européenne, j'en sais rien, mais va comparer des trucs qui sont comparables. Là, tu prends deux gens déjà. En fait, c'est un truc d'ego. C'est un truc d'ego pour moi. En mode, on veut pas laisser entendre que les femmes elles pourraient performer aussi bien. Est-ce qu'on pourrait sur une forme de sexisme un peu peut-être. Clairement. Le mot peut-être fort, mais. Clairement, non, mais il y a de ça, mais c'est un truc qui est ancré dans la culture. On nous a éduqués avec que du sport masculin, mais ça a toujours été comme ça, tu vois. Et c'est juste là maintenant, en fait, il faut apprendre. Et moi, c'est ce que j'essaye à travers mon contenu, c'est d'éduquer un peu les gens en disant, bah, venez regarder. Je dis pas, je vous force pas à aimer, tu vois, mais venez regarder avant de juger. Et moi, j'ai plein de gens que je connais qui connaissaient pas, qui sont venus, qui ont dit, puis alors, mais c'est trop cool, t'as du lien que tu peux avoir avec les filles, tu peux aller discuter avec elles après le match, t'as du beau basket, etc. Et des fois, t'as des filles qui jouent dans les équipes qui ont des palmarès de zinzin et personne ne les connaît, tu vois. Je me souviens quand j'étais à Lyon, il y a Brianna Stewart qui est une des meilleures joueuses au monde.
qui était venue jouer, et après elle sort de la salle, mais personne ne la calcule. Comme si c'était la kiné de l'équipe adverse, mais alors que c'est lunaire, tu vois. C'est comme si t'avais... je sais pas, t'avais Kevin Durant qui passait et qui venait, et que personne ne calculait. Surtout qu'elle a un physique impressionnant, la demoiselle. Ouais, c'est ça. Mais voilà, je sais pas, c'est... Moi, je dis juste, comparez pas, regardez les deux, appréciez les deux. Ça reste du basket, tu vois. Ça fait du bien aux oreilles, hein. Punaise, si tout le monde avait la même réflexion. Je me bats comme ça, hein. Ça fait du bien d'entendre ce genre de choses, des beaux messages comme ça. Mais tu vois, et à comparer, c'est dans le débat que je disais hier, si tu veux comparer, compare sur un concours à 3 points par exemple. Là, tu mets un mec, une meuf, on voit qui s'en sort. Et là, tu peux comparer parce que c'est les mêmes aptitudes, tu vois, c'est la capacité à tirer et à mettre le ballon dans le panier. C'est pas la capacité à sauter plus haut ou courir plus vite. Donc, sur des points techniques, forcément, si tu mets un Steph Curry, oui, peut-être que c'est le meilleur shooter de la planète, tu vois, dans ça, mais je pense que quand tu vois le record de Ionescu au All-Star Game, qui bat le record de Curry y compris, voilà. Pour vous resituer un peu, il parlait des Aces, c'est une équipe qui joue dans le championnat, en gros la NBA féminine, la WNBA. Ouais, les Aces, c'est Las Vegas, si je dis pas conneries. Ouais, Las Vegas Aces. Et en gros, elles sont double championnes en titre, c'est ça ? Double championne en titre, et du coup, pour ceux qui sauraient pas comment ça fonctionne, donc la WNBA, c'est un championnat à part qui se joue pas sur toute l'année, ça se joue de mars-avril en gros à septembre-octobre. Et donc le reste du temps, soit il y a des joueuses qui ne jouent pas en Europe, soit certaines joueuses viennent jouer en Europe pour déjà continuer à jouer, et puis parce que les salaires sont souvent beaucoup plus importants en Europe qu'ils le sont en WNBA. Et du coup, c'est aussi ça. Pour moi, je suis vraiment admiratif de ces choses-là parce qu'elles enchaînent 2 saisons, donc une saison européenne qui est longue, qui est difficile parce que ça joue bien au basket, et une saison de WNBA derrière. Donc elles ont très peu de breaks et elles enchaînent ça pendant 10-15 ans des fois. Et aucun mec ferait ça. Les mecs, à la fin de la saison, ils sont pressés d'avoir leurs vacances pour chiller, tu vois. Ils ont la flemme de revenir après. Donc moi, je dis là-dessus, respect aux meufs, tu vois. Trop stylé, trop bien. Et tu parlais... attends, c'est quoi ? Je sais plus de quoi tu me parlais, mais de quelque chose qui pouvait plus être clair pour les gens qui écoutent le podcast. Les 2 championnats, c'était ça ? Ouais, je sais plus, mais déjà au moins il y a l'explication sur la WNBA. Pour les personnes qui connaissent pas trop le basket, au moins elles se situent à peu près. Ouais. On a déjà parlé de ta rencontre avec Valentin alias Obsidian, donc ça c'est top. Vous avez créé récemment une sorte de nouveau média, si je peux appeler ça comme ça. Ouais, c'est un service, on va dire. Un peu comme une boîte de production. Ouais, c'est plutôt qu'un média pour l'instant dédié aux contenus verticaux notamment, dans le sport. Et voilà, on a la chance de filmer du sport tout le temps, quoi. Et du coup, parle-nous-en un peu plus, comment ça s'appelle, pour vous suivre. Quel type de... Enfin, c'est un peu un aboutissement ce projet, je pense, pour toi. Par rapport à ton point de départ et un peu le point où tu en es maintenant, c'est, je pense, quelque chose qui te... Ouais, donc ce service-là, il s'appelle Hoopsmakers, à la base, parce qu'on est parti quand même, notre sport de prédilection, ça reste le basket. C'est une idée qui est plutôt issue de la tête de Valentin. De base, moi, je l'ai vraiment rejoint là-dedans, mais lui, c'est un peu son bébé de base et un projet qu'il avait... parce que déjà, à la base, Hoopsmakers, il faut savoir que c'était un compte ou une chaîne YouTube qu'il avait où il donnait des tips de montage, etc. Sur YouTube. Et après, il avait d'autres projets et il voulait greffer ça sous le nom Hoopsmakers. Et donc, ça s'est un peu transformé maintenant. Ce qui est bien, c'est que Hoopsmakers, c'est vraiment... On sait que c'est ça. Et donc, en fait, ça combine un peu toute l'expérience qu'on a emmagasinée à filmer du basket, notamment filmer du sport, pour proposer du contenu vertical adapté aux algorithmes, parce que aussi vu qu'on fait de la création de contenu, on est tout le temps dans les algorithmes et on sait comment fonctionnent les réseaux sociaux, donc on valorise aussi cette expertise là, tu vois. Et on essaye de produire un contenu qui se veut un peu artistique, tu vois. C'est pas du contenu télé que tu vas consommer en snack où tu vas te dire ok, je veux une action, je l'ai vu, good. Mais c'est plutôt un truc où voilà, tu veux un beau dunk au ralenti avec un bon drop, avec voilà, c'est l'action pour rendre le sport plus beau, tu vois. Un peu notre mantra et notre why, c'est d'avoir un impact positif dans la beauté du sport. Donc ça passe par à la fois le côté artistique, visuel, mais on aimerait aussi développer, tu vois, là, parce que la beauté du sport, t'as
plein de choses que tu vois pas, qui font la beauté du sport. T'as voilà, l'aspect social et tout ça, donc ça c'est tout un truc qu'on est en train de réfléchir pour développer Hoopsmakers au-delà de juste les contenus vidéo. Donc voilà, c'est ça, c'est création de contenu vertical destiné aux réseaux sociaux avec souvent des actions de sport. On extrait les actions du match pour les rendre belles et que les clients puissent les publier après. Très bien, très bien, très bien. Tu travailles aussi avec la marque de sport Puma. Ouais. En quoi ça t'a apporté quelque chose, encore aujourd'hui, je pense. Quel est un peu le fruit de cette collaboration? Comment ça s'est fait? Qu'est-ce que tu leur produis si tu leur fais des choses? Ou c'est juste ils accompagnent? Comment ça marche avec Puma pour toi? Alors moi, Puma, c'est vraiment du coup là avec la partie daily, donc la partie création de contenu. Moi, je suis en contrat avec personne, c'est-à-dire que j'ai beaucoup bossé avec Puma plus qu'avec d'autres marques. Et c'est vrai qu'on a une relation. Ils ont vraiment explosé ces dernières années. Et dans leur stratégie, ça a été vraiment top. Et puis, vraiment les personnes qui gèrent ça sont au top, visionnaires, tu vois. Il y a vraiment des belles valeurs et tout ça. Et moi, j'ai même redécouvert une marque, tu vois, que je connaissais plus trop et que je connaissais pas dans le basket. Et qui est revenu d'un coup avec des produits hyper quali. Maintenant, je joue en Puma, j'ai plein de paires de Puma chez moi et tout ça. La naissance de la collab, je sais même plus à quand ça remonte. Mais souvent, oui, c'est la mise en valeur de produits, tu vois. Ça commence comme ça avec... Moi, ils m'ont envoyé des paires, etc. Donc, pour que je fasse un peu de relais aussi. Et puis après, l'avantage, c'est que vu qu'ils se sont aussi orientés vers le basket féminin, notamment avec Laetitia Guapo par exemple, qui était la première, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était la première basketteuse européenne à être signée chez Puma. Ils sont orientés, ils ont équipé le club de Bourges, enfin voilà, ils ont pris des athlètes un peu partout. Et le relais sur le basket féminin sur les réseaux sociaux, on est plusieurs, tu vois, à faire de la création de contenu, et je pense notamment aussi à Laura de I Can Play. Mais tu vois, elle était en contrat chez Jordan, je crois, pendant un moment. Du coup, avec Puma, ça collait pas. Et je pense que je me suis retrouvé aussi dans la liste, tu vois, pour avoir cette collaboration-là. Et c'est vrai que ça s'est fait hyper bien. Franchement, direct accroché avec tout le monde, avec ce qu'ils voulaient mettre en valeur. Et du coup, moi, ça m'a permis aussi, tu vois, de pouvoir créer des formats autour de produits Puma, autour de développer aussi mes skills, tu vois. Donc franchement, c'est du win-win, tu vois. Je pense qu'à chaque fois, ils étaient assez contents de mon taf, je pense. Et moi, ça me permettait de faire des choses différentes à chaque fois et de communiquer aussi sur moi, tu vois, de dire je bosse avec Puma, c'est cool, tu vois. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Mais je pense que Lucas, tu me mettras quelques extraits au montage. Vous verrez un peu ce qu'il fait, c'est trop stylé. Moi, je kiffe. Baby, can't you see I'm calling? Ouais, c'est assez novateur. C'est assez novateur en plus, je trouve. J'essaye, en fait, j'aime bien. À la base, je pensais pas que j'étais créatif, tu vois. Et bon, j'arrive à me convaincre que je le suis quand même peut-être un petit peu. Et en fait, les produits, c'est le mieux, tu vois, pour tester des trucs en vidéo, des transitions un peu cool, des effets un peu spéciaux, etc. Et Puma, ils ont cette force de frappe de sortie de chaussures très fréquente, notamment avec les paires de Lamelo, où tous les mois, il y avait des nouveaux coloris, enfin, c'était impressionnant. Et du coup, voilà, les produits, c'est une super matière pour tester des choses. Et du coup, voilà, ça m'a permis de m'amuser un petit peu, quoi. Super. Avant de passer à la dernière partie de l'interview, je te laisse boire un petit coup, hein, parce que tu as quand même beaucoup parlé. Mais je voulais, comme d'habitude, qu'on passe à la partie petit quiz. Ouais. Je t'ai préparé 2-3 petites questions assez faciles, je pense, que tu connais. Pour que les auditeurs jouent aussi un peu avec nous. Le but, c'est qu'ils découvrent aussi le basket féminin en même temps que nous. Et puis après, on passera sur la dernière partie du podcast. Donc c'est parti. En 5 points, 5 questions. Allez. J'ai même mis un petit point bonus. Je suis sympa. Alors, première question, c'est parti. Moi, tu connais la réponse, c'est sûr. L'équipe qui a été championne de France de basket l'année dernière. C'est l'Asvel. Oui. Ouais. J'ai quand même eu un petit doute. Il y a eu un petit doute. Je me suis dit, alors, Villeneuve d'Ascq, mais... Créateur du COP de supporters, mais ça a failli se Ouais, mais quand même. Mais en fait, tu sais que maintenant, forcément, je suis l'Asvel, tu vois, toujours, mais
avec la partie création de contenu et vu que je parle de tous les clubs, je suis plus autant... Enfin, maintenant, je suis pas supporter d'un club, si tu veux. Ouais. Je suis déjà beaucoup plus les filles que je connais, tu vois. Je regarde leur perf, etc. Et puis, maintenant, vu que je suis un peu allé dans tous les clubs, je regarde tout ce qui se fait. Mais j'essaie d'être aussi neutre parce que je veux pas qu'on pense que dans ma création de contenu, je suis orienté par rapport à un club parce qu'il y a des gens de tous les clubs, tu vois. Et j'ai pas envie qu'on se dise lui, il est pro tel club et je suis pro aucun club maintenant. Je suis pro beau basket et faites-moi kiffer et c'est tout, tu vois. Mais forcément, l'ASVEL, j'ai un lien particulier, mais ouais, j'essaie d'être le plus neutre possible. Ouais, surtout que tu commences à connaître un peu tout le monde, donc tu dois sympathiser avec tout le monde. Ouais, en fait, tes préférences, elles s'effacent au fur et à mesure que tu découvres de nouvelles personnes. C'est clair, parce que t'as beau aimer un club, en fait, quand tu rencontres une top fille dans un autre club, tu vas te dire, ouais, c'est trop cool, tu vois, donc je vais suivre un peu le club et ce qu'ils font. Et puis après, quand tu fais des connaissances un peu partout, au final, tu suis tout le monde, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est clair. Deuxième question, un point sur le premier point. Deuxième question, je vais y arriver. Le vainqueur de l'Euroleague féminin l'année dernière et masculin. Et le vainqueur de l'Euroleague féminine, c'était le Fenerbahçe. Et j'étais là-bas, donc je m'en souviens bien. Ok. Et le vainqueur de l'Euroleague masculine, j'étais aussi là-bas, c'était le Real Madrid. Oui, c'est vrai, t'as fait tous les contenus pour Hoopsmakers. Ouais, là du coup c'était avec Hoopsmakers, mais on bossait pour Squeak. Et on couvrait uniquement les matchs de Monaco. Donc ce qui fait que sur le premier match de la demi-finale, qui était Barcelone-Olympiakos, je crois, on travaillait pas dessus, donc on pouvait le regarder en tant que spectateur. Ouais. Et sur la finale non plus, parce que c'était Olympiakos-Real Madrid. Ouais. Et l'histoire un peu marrante avec Squeak là-dessus, c'est que donc nous on a passé tout le match en table de presse, à regarder le match, à profiter d'une finale d'Euroleague, tu vois, en étant dans la salle avec l'ambiance, avec les supporters grecs et tout, un truc de ouf, à Kaunas en plus en Lituanie, vraiment une expérience de ouf. Et le scénario a voulu que le Real s'impose au buzzer, tu vois, enfin presque au buzzer. Et il y a un temps mort juste avant l'action, et là on se regarde avec Val, et on se dit, on avait les caméras posées sur la table, on se dit, viens on filme quand même. Viens on filme parce que à tout moment l'Euroleague se gagne sur un buzzer. Et Sergio Llull qui a pas marqué un point ou qui a marqué 2 points je crois dans la finale prend ce tir incroyable et ça a été pendant un moment le contenu qui a le plus pété chez Squeak. C'est ce que j'allais dire, c'était un des contenus les plus visionnés. Ouais, parce que Squeak en fait ils ont fait confiance vraiment un peu au tout début, tu vois, quand ils avaient avec l'Euroleague etc. Et au début ils avaient une énorme fréquence de contenu mais qui était trop, tu vois. Et du coup, en fait, leurs posts se noyaient les uns les autres, ce qui fait que quand ils postaient des reels, des fois, ils sortaient pas du tout, ça faisait 80 vues, enfin, c'était vraiment compliqué. Et donc, on a essayé aussi de les accompagner là-dedans, en leur disant de, peut-être réguler un peu la fréquence de publication, parce que nous, en fait, on sortait beaucoup de contenu, mais c'était pas forcément, ça voulait pas dire qu'il fallait tous les publier, tu vois, il fallait peut-être en garder, etc. Et ils sont petit à petit sortis ce truc-là, et maintenant, enfin, tu vois, qu'ils vivent très bien sur les réseaux. Et on est content, tu vois, en vrai, d'avoir participé à un peu leur croissance vis-à-vis de ça. Puis on a fait on a suivi Monaco, l'ASVEL. Monaco, on est allé à Tel Aviv pour les playoffs d'Euroleague. Moi c'était un peu aussi un rêve de basketteur parce que moi pour le coup de base je suis plus calé basket masculin que basket féminin à la toute base, mais moi d'aller vivre un match dans des pays comme ça où c'est mais passionnel, tu vois, c'est dans les veines. Le Maccabi, et en plus c'était le club pays, climat un peu tendu. Il y a Mike James à Monaco que personne ne peut blairer en Europe, tu vois. Il se faisait siffler comme pas possible et il met 30 points, mais c'est incroyable. Enfin, tu fais des trucs. J'étais à côté de David Cosette et Ali Traoré pendant que je bossais sur le match, tu vois. Et c'était franchement, quand je faisais une photographie mentale de moi dans la scène, je me dis, c'est ouf, tu vois. Et ouais, c'était vraiment des souvenirs assez fous. Ouais. Trop bien. Du coup, ça fait bonne réponse encore. On s'éloigne un peu du quiz, mais 2 sur 2. Tu nous raconteras un peu après, t'as peut-être ton meilleur souvenir, ta meilleure anecdote. Ouais. On verra après le quiz. Troisième question. Quelle équipe a été championne du monde de basket masculine en 2023 ? Enfin, l'année dernière, du coup. C'est l'Allemagne. Très juste. Yes. Allemagne. Premier titre de champion du monde, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est leur premier, ouais. Et en féminin ? Et en féminin, attends, c'était quand le championnat du monde déjà ? Il y a eu le championnat d'Europe la même année. 2021. Bon, c'était les États-Unis. Oui. Ouais. Moins compliqué. Ouais. Et le championnat d'Europe, c'était la Belgique. Très bonne réponse, 3 sur 3. Quatrième question, tu l'as dit tout à l'heure, donc ça je pense que tu dois connaître. Quelle équipe a été championne WNBA ? Ouais, Las Vegas. Las Vegas, c'est ça. Contre
contre New York cette année. Oui. Et Seattle l'année passée. Ouais. Et les Liberty New York, d'une certaine. Marine Johannes. Très juste. Très juste, très juste. 4 sur 4, ou peut-être la question la plus compliquée. Quelle est la joueuse qui a le plus grand nombre de sélections en équipe de France féminine et son nombre de sélections, allez, on va dire à 15 près. Actuelle, enfin qui joue encore ou Non, all time? All time. Ah, j'allais dire Gruda, mais. Attends, en nombre de sélections. Bah, du Merck, je pense. Très juste. Ouais, du Merck. Ça fait 5 sur 5 C'est et la du joueuse Merck, pour le mais- point bonus. Ah, sur le point bonus, je suis pas sûr de l'avoir parce que là, franchement, j'ai aucun chiffre déjà en tête. Ah, c'est donc dur. j'ai Franchement, envie c'est de très te dur. dire une bêtise, mais allez, je vais dire. Elle a joué quand même longtemps. Hein. Je sais pas, je dirais 315. Je dis une bêtise, mais. En vrai, t'es pas si loin, c'est 255. Ah, Donc, ouais, c'est ça. Céline Dumerc, 255 sélections. Bon, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres. Ouais, c'est la première joueuse avec qui j'ai fait une vidéo sur le terrain. La vraie première joueuse que j'ai vue en interview, c'était Hélène Assiak, je me souviens. Mais la première vraie vidéo basket, etc., que je fais avec une joueuse, c'est Céline Dumerc. Quand je commence mes vidéos, là c'était 2021, j'avais un peu le stress, tu vois, quand même. Ouais, je Sur le moment, puis en plus, j'avais pas du tout la même aisance à l'oral que je peux avoir maintenant. Et encore, moi, je pense que les gens le voient quand je fais mes vidéos ou mes lives. Moi, enfin, si tu me vois dans la vraie vie, c'est moi, je parle pareil. Je suis pas là à jouer un rôle, tu vois. Je sais pas exagérer mes réactions, etc. Je suis moi partout. Et de base, j'aime pas du tout parler à l'oral en public, voilà. Devant une caméra, du coup, encore moins à la base. Et ouais, au début, Céline Dumerc, en fait, je la lance sur un truc, sur l'intro de la vidéo, et je la regarde, et là, je me dis, ouais, quand même, c'est Céline Dumerc, tu vois, enfin, c'est la joueuse qu'on regardait avec mes parents, ma maman, elle l'adore, tu vois, je sais que j'étais un peu en mode, ouais, c'est ouf quand même, puis en plus, j'avais pas peu d'abonnés, tu vois, enfin, je pense que j'avais moins de 1000 abonnés, c'est sûr. Donc, à l'échelle du sport, tu vois, c'est comme si t'avais un Tony Parker à 500 abonnés, sur YouTube, tu vois, donc je compare, mais comparez pas, hein, vraiment. Oui. C'est pour donner, non, mais après sur de la renommée, tu vois, c'est un peu, c'est différent, mais sinon comparez pas. Comparez pas, c'est clair. On peut revenir sur ton souvenir. Tu parlais un peu de tes expériences à Kaunas ou à Tel Aviv. Pour toi, c'est quoi le plus grand souvenir qui te reste en tête, la chose tu t'es dit, wow, incroyable, je suis là, c'est un truc de ouf. Même sans parler de boulot, hein, peut-être que toi en tant que basketteur. Ça peut être un truc tout bête, hein, mais... Là, vraiment, le truc qui me vient en tête, c'est Souperd, que je suis allé rencontrer dans le cadre d'une série que j'ai fait sur YouTube. Tu vois, c'est le projet de mon année 2021-2022, c'était d'aller rencontrer Souperd. C'était la dernière saison de sa carrière. Je ne le savais pas encore quand j'ai annoncé ce projet-là. Et je me suis dit, ok, ça va être sûrement sa dernière année. Est-ce que j'essaierai pas d'aller à Seattle la rencontrer? Et donc c'est parti d'un post LinkedIn où j'ai dit que je cherchais, tu vois, des sponsors, des partenaires pour m'accompagner. J'ai eu la chance d'être accompagné par le podologue de l'Asvel que je connaissais moi du coup quand on avait fait le COP, etc., qui s'appelle Hervé, que je salue s'il écoute ça, mais qui a eu une démarche en plus, mais la démarche parfaite. Il m'a dit, moi je suis prêt à t'aider, je te paye ton voyage et tout. J'ai envie que tu vives ton rêve. Genre, ma motivation principale, je le fais parce que je veux que tu vives ton rêve, tu vois. C'est trop gentil. Il y a la contrepartie, tu vois, c'était on a fait une vidéo ensemble et tout. Mais sinon, en gros, la contrepartie, c'était que je kiffe, tu vois, et que je puisse réaliser ça. Ouais. Et du coup, j'ai pu partir sans que ça me coûte un seul euro. J'ai eu la chance d'avoir... je suis parti avec mon pote Hugo, du coup. Et on avait la chance d'avoir Gabby Williams sur place qui jouait à Seattle, qu'on connaissait et qui du coup nous a vraiment facilité les accès avec la personne qui s'occupait de la com là-bas. Tu vois, on a mis du temps, on est parti 12 jours et je pense les 5-6 premiers jours, on voit pas de basket du tout parce que les filles de Seattle elles étaient en déplacement, en trip. Et donc du coup on avait 5-6 jours où on se baladait dans Seattle, mais tu vois au bout d'un moment en fait t'es impatient, t'es là, tu tournes dans Seattle, t'es là, ouais, c'est cool, la ville elle est sympa, c'est joli, mais t'as envie de voir du basket, tu vois. Et du coup on va voir notre premier match. Gabi elle nous avait mis des places, mais genre on était à 2,50 m du banc,
Limite courtside. Le premier match, c'était contre Los Angeles, je crois. Si je dis pas de bêtises. Qui était pareil, une équipe assez solide. Et le lendemain, on part du match. On voit Gabi à la fin, etc. On part du match et une demi-heure après le match, Gabi elle nous envoie un texto. Elle nous dit si vous voulez venir à l'entraînement demain matin, il faut envoyer tel papier avant 23h avec une preuve de vaccin, du Covid et tout à l'époque. Vous envoyez ça à Jeff, il s'appelait, et normalement ça devrait être bon pour demain matin. Là je vois ça, on était en train de rentrer à pied au Airbnb. Je dis à Hugo, gros, prépare tous tes docs, on rentre, on bombarde, on envoie direct, tu vois. On envoie, et du coup le lendemain matin on se retrouve à l'entraînement du Storm de Seattle avec Breanna Stewart, avec Sue Bird s'entraînait pas parce que quand c'était des back-to-back, elle faisait pas le match du milieu, enfin l'entraînement du milieu. Mais Jewel Lloyd, des joueuses, mais des choses de ouf, tu vois. Et à la fin de cet entraînement-là, j'ai eu la chance de discuter quelques minutes avec Sue Bird et tout ça, et de concrétiser le but de ce voyage, tu vois, en peu de jours. Alors que j'avais aucune certitude en allant, en fait, que j'allais revenir avec des rushs, avec Sue Bird, tu vois. Enfin, j'aurais pu ne jamais la rencontrer et ne jamais avoir accès comme j'ai eu accès. Et ça s'est fait à la moitié du voyage, et moi je gardais la surprise, tu vois, mais c'était dur en vrai. Et j'étais refait, enfin vraiment quand ça s'est fait, j'étais là. Et j'ai rarement, maintenant depuis que j'ai bossé à la JDA à Dijon, j'ai plus du tout ce côté trop fan, tu vois, avec les joueurs et les joueuses. Et maintenant c'est un truc qui est devenu un peu banal. C'est bête, mais c'est un truc où tu t'habitues, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment que quelques athlètes où je pourrais être vraiment, genre tu vois, un LeBron. Je pense que je serais vraiment impressionné. Et Sue Bird, j'étais comme un gosse, genre j'étais la boule au ventre, j'étais stressé de ouf avant qu'elle arrive. Ça je dis putain, quand elle va arriver ça va être chaud et tout. Faut pas que je bégaye en anglais, etc. Et ouais, franchement, un charisme, une aura, et puis ouais, quand c'est un peu une idole, tu vois, quelqu'un que t'admires profondément, là tu te dis c'est grâce à cette personne que j'ai trouvé de la motivation que dans ma vie de tous les jours, alors qu'elle était à des milliers de kilomètres et qu'elle ne sait même pas que j'existe, pardon. Grâce à cette personne, j'ai pu réaliser des choses et trouver, tu vois, un goal, tu vois. Et du coup, ouais, là, ça m'a un peu fait quelque chose, et j'avoue que c'était vraiment fort. Et ouais, maintenant, avec le recul, je me dis, j'allais voir Sue Bird dans la dernière saison de sa carrière, tu vois. C'est trop, trop stylé. Et puis après, ouais, dans le boulot, forcément, tu vis une finale de Final Four d'Euroleague, meilleur niveau de basket européen, avec des joueurs, des légendes, tu vois. Du monde ou pas de quoi ? Est-ce qu'on se mouille meilleur niveau Meilleur niveau du monde, je sais pas, parce que en fait ça dépend, parce que pareil, t'as des règles, tu vois, les règles FIBA et les règles NBA. La règle des 3 secondes dans la raquette en défense, ça change tout, tu vois. C'est vrai. Et pour moi, tactiquement parlant, le basket européen, il est quand même, c'est trop beau, tu vois. Tu regardes des matchs du Real Madrid, c'est incroyable. Après, oui, la NBA, quand tu regardes en playoffs, t'as des individualités et des niveaux de jeu qui sont vraiment oufissimes. Mais ouais, c'était dingue. Le Final Four d'Euroleague féminine, incroyable aussi. Je crois Breanna Stewart, elle met 45 points au final, un truc comme ça. Machine de guerre. Et puis voilà, j'ai eu la chance de filmer Victor Wembanyama. Tu vois, c'est bête, mais quand tu vois ce qu'il est en train de devenir, c'est ouf. J'ai la chance d'avoir un des rushs que j'ai filmé qui est sur son compte Instagram, tu vois. Et j'ai reçu un DM de Victor Wembanyama sur mon compte perso un jour qui me dit « Salut, est-ce que je peux récupérer cette vidéo ?» tu vois. Et ça, c'est des trucs... je me dis, c'est marrant, tu vois. Parce que quand tu vois l'importance que ce gars-là prend médiatiquement maintenant, franchement, on est content avec Coachmakers, tu vois, d'avoir pu faire des jolis rushs de lui, des vidéos qui ont bien marché. En plus, tu vois, on a une vidéo de quand ils sont venus à Dijon. Donc la JDA, juste, en fait, la balle tape l'arceau, et lui, il la prend au-dessus et il l'enlève. Oui, j'ai la vidéo en tête. Et la vidéo, elle a fait 5 millions. Alors qu'il se passe pas grand-chose, tu vois, mais incroyable. Lucas, tu mettras l'extrait aussi. Ouais. J'ai la vidéo en tête, on va la retrouver. J'ai toujours un truc à dire. Un joueur là, c'est comme ça. Regardez. Il peut la dunker, mais non. En fait, comme c'est contre son camp, c'est ça, il la sort. Et voilà, ça fait partie des petites fiertés. Franchement, en fait, avec le recul, tu vois, je suis fier de ce qu'on fait parce que c'est des opportunités incroyables pour moi qui étais encore en études il y a 2 ans et demi, tu vois, à demander ce que je voulais vraiment faire.
Et d'avoir trouvé cette voie-là, de filmer du sport, l'essai de Romain Ntamak, finale du top 14, j'étais trop fier de l'avoir parce que le mec, je l'ai pas vu sortir, enfin, je l'ai vu débouler de n'importe où. J'étais là en train de filmer, j'ai dit tremble pas, tu vois. Et t'es à la dernière minute d'un match qui c'est l'essai du titre, et tu te dis, ouais, ça va être posté sur le compte du top 14, tu vois. Et ouais, c'est des moments comme ça où je pense qu'on était fiers. Tu vois, je pense que Valentin, il a rarement eu ça, mais le moment où il a eu vraiment, il était presque ému d'avoir fait un contenu, c'était le dunk de Yves Ponce au All-Star Game. Dunk de la ligne des lancers francs pour le dunk contest, qui a tourné, il est parti sur Bleacher Report. Vraiment, il était. Même quand on le revoit maintenant, on se dit purée, il est incroyable, tu vois. Ouais, on était pour l'anecdote avec Lucas aussi. On était dans la salle parce que tous les ans, on se fait un kiff, on va au All-Star Game. Ok. Vous étiez à celui de cette année aussi? On n'est pas allé cette année, parce que c'était un peu 30 décembre, c'était un peu chaud par rapport au réveillon. Mais on a fait les 2 derniers là. Et c'est vrai que plus le mec après il fait un dunk pieds nus et tout. Ouais, mais tu vois, et ce dunk là, le ligne des lancers francs, quand on l'a sorti, on était là, on dit c'est ouf quoi. Et ça rend grave bien, tu vois. Et encore, nous maintenant, on ne voit que les défauts de cette vidéo là. Parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas dans cette vidéo là, et vous pouvez la regarder et vous pouvez essayer de faire le jeu des différences, ou le jeu des erreurs. Mais il y a plein de petits bugs, etc. Mais que peut-être le commun des mortels, tu vois, va pas voir. Mais ouais, franchement, on est assez chanceux, tu vois, pour le coup. Trop bien, super. Je te raconte un peu plus qu'une anecdote. Désolé. Ouais, mais moi je suis pris dans le truc, je suis trop content. J'espère que nos auditeurs aussi d'ailleurs boivent tes paroles. Hein. Comme ils boiraient une petite bière devant ce podcast. Pour imaginer, non mais c'est incroyable, surtout avec des expériences comme ça. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a pas mal de sportifs. Et là on a le côté, tu vis la chose comme une personne lambda va la vivre. Mais tu la transmets aussi, et ça je trouve ça incroyable. Et tu vous la transmettez très très bien. Ouais, mais c'est vrai que maintenant, en fait, on vit plus du tout les choses sous le même angle, parce que nous, le match, on le voit à travers un écran. Tu vois, quand on filme. Oui, c'est vrai. Un match de basket, moi, quand je sors du match, je suis incapable de te dire, de te faire une analyse du match. Faut vraiment que je repense à des trucs ou que je revoie des images pour me dire, ah oui, effectivement, à ce moment-là, ils ont pas beaucoup marqué. Mais sinon, je suis maintenant incapable, quand je filme, de te décrypter un match, parce que t'es concentré sur le fait de bien filmer ton joueur, bien filmer le ballon, et t'es concentré sur l'aspect technique et pas sur l'aspect sportif. Et du coup, ça c'est peut-être le point un peu, c'est pas négatif, mais le seul truc, c'est peut-être si on pouvait le changer, tu vois, de pouvoir garder ce côté où on kiffe l'aspect sportif, et de pas avoir juste un écran qui est pas très grand en plus pour suivre. En vrai, je suis totalement d'accord. Enfin, pour faire un peu, je suis pas du tout la même chose, mais par exemple, chose toute bête, pendant les sortes de matchs dans le club, le rugby, la semaine dernière, on joue les premiers. Match de ouf, scénario de ouf, mais en fait, les 15 dernières minutes, ça partait dans tous les sens. Ça marquait essai sur essai, il y a eu genre 3 essais en 12 minutes. Et genre, moi, j'étais tellement à fond sur mon PC à envoyer les trucs en direct que j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je sais qu'on a gagné, mais je suis incapable de te raconter les actions. Je peux te dire où il y a eu l'essai, parce qu'il y a le tas de mecs, tu vois, qui marquent, ça s'écroule. Mais je m'en rappelle pas du tout de ce qui s'est passé, quoi. Ouais, en fait, c'est chacun, mais je pense que c'est intéressant, tu vois, tu prends tous les gens dans une salle, tous les corps de métier qu'il peut y avoir, ou tous les différents rôles, le prisme que va avoir chaque personne dans sa vision de l'événement va être totalement différent, tu vois. Et entre tu prends les joueurs, comment ils le vivent, les gens qui sont à l'événementiel avec leur casque, qui s'assurent que toute la musique va partir au bon moment, que les lumières sont bonnes, etc. Eux, pareil, ils sont concentrés là-dessus, ils sont pas concentrés sur ce qui se passe sur le terrain, tu vois. Et je pense que tu vois, les caméramans, ou même nous, t'es focus sur bien filmer ton truc et pas sur les actions en elles-mêmes. Eh ben écoute, super, je suis totalement d'accord. On va finir, dernière petite question, un peu ton dream, ton rêve, ton plus grand rêve. Pour toi, ça serait quoi là, genre le truc où genre, tu te dis, putain, je peux mourir tranquille, tu vois, le chose que tu voudrais atteindre, qui te ferait vraiment le plus kiffer, si c'est pas déjà arrivé. Bah en fait, j'ai eu la chance 2022, tu vois, ça a été une année où ça s'est vraiment enchaîné fort. Le même été, j'ai fait Seattle et des contenus avec l'équipe de France, en étant sollicité par l'équipe de France pour venir faire des contenus, tu vois. Donc pour moi, l'équipe de France, ça reste le truc goal, tu vois. Il n'y a pas mieux que l'équipe de France. En plus, avec des filles géniales, etc. Et ça a permis de lancer un des formats que j'ai fait après sur ma chaîne. Et du coup, ces 2 trucs-là, ça a été vraiment des moments importants. Et maintenant, c'est pas que j'ai pas de rêve, mais j'ai pas encore de
trouvé de projets vraiment aussi gros que ce que j'ai pu faire. À l'échelle en tout cas où je peux le faire, tu vois, parce que forcément, si tu t'imagines des prods de ciné et tout, mais bon, c'est autre chose. Mais je pense que là, ça va être plus aussi avec Opus Makers, de vraiment développer Opus Makers en tant que tel, parce que là, en fait, au final, ça fait 1 an qu'on existe, vraiment. Nous, on a l'impression que ça fait des années, mais ça fait 1 an factuellement. Et on a eu plein de changements, nous, entre nous, dans la vision, dans le nombre de personnes aussi qu'on intègre, etc. Et du coup, là, on se focus vraiment sur ça, sur le développement, sur où est-ce qu'on veut emmener Opus Makers. Que deviendra Opus Makers dans les 2, 5, 10 années à venir. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça. Peut-être que d'ici la sortie de ce podcast, j'aurai peut-être d'autres trucs en tête, tu vois. Puis voilà, continuer à mettre en valeur le basket féminin, à rassembler du monde autour de ça et de peut-être, tu vois, créer des passions, tu vois. Là, mercredi, j'étais en tournage pas très loin de chez vous à Charnay-les-Mâcon et avec un jeune qui m'a dit c'est en partie grâce à toi que j'ai aimé le basket féminin parce que j'étais au final à Lyon en 2019 avec l'ambiance du COP, j'ai adoré, etc. Et après il m'a suivi. Enfin, tu vois, c'est des trucs que moi jamais je me serais dit je vais faire naître des passions, tu vois. Et si ça arrive, c'est trop bien. Donc ouais, continuer sur cette voie-là et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Hein. Franchement, maintenant j'essaie de plus trop me projeter non plus, tu vois, parce que c'est quelque chose que j'ai appris, c'est quand tu projettes des choses, ça se passe rarement comme ça. Comme tu l'as imaginé, en tout cas, il y a plein d'éléments qui viennent se greffer en négatif comme en positif, tu vois. Ouais. Mais du coup, j'essaie d'avancer, de voir les opportunités un peu comme elles viennent et de faire en fonction. Ouais, super. Merci Noé. Merci de nous avoir reçus pour la buvette. C'était super, trouver plein d'anecdotes incroyables. Écoute, je suis content que ça vous ait plu. J'espère que ça vous a plu, ceux qui écoutent. Mais... Ouais, surtout, après, moi, je suis un gros fan de basket et je bois ces paroles parce qu'il y a plein de trucs super sympas, même en dehors du basket. Parce qu'en soi, on n'a pas parlé de contenu, enfin de basket en lui-même, mais tout ce qui tourne autour et même ta vision des choses, je trouve ça trop bien. Et pour moi, tout le monde devrait réfléchir comme toi. Malheureusement, c'est pas le cas, mais on espère que tu continueras à grandir, que tes contenus se propagent comme ils se propagent actuellement, voire encore plus. Et puis on te souhaite le meilleur. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur les réseaux ? Sur les réseaux, sur YouTube, Daily DE2LY, sur Instagram, pareil, Daily WB sur Instagram, TikTok, LinkedIn, vous pouvez aussi. Et puis voilà, déjà c'est pas mal. C'est pas mal. Bah écoutez, je vous invite à suivre Noé dans ses aventures. Ouais. Et puis également à nous suivre. En passant, si vous pouvez mettre un petit clic sur s'abonner, ça serait cool. Merci à tous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci Noé encore une fois. Merci à vous pour le déplacement, c'était grave cool. Je pense. Un moment très sympa. Je vous dis à très vite sur la buvette pour de nouveaux épisodes. Et n'oubliez pas que la vie est un sport, alors buvons-la sous tous ses angles. Ciao tout le monde. Santé. Allô. Allô.